Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. La guerre fait rage en Syrie et notamment à Alep. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir le témoignage de quelqu'un qui vient de passer 2 semaines dans la ville. Monsieur Jacques Berès, vous êtes cofondateur de Médecins sans frontières. Vous avez donc passé 2 semaines dans un hôpital à Alep. La bataille fait rage entre les troupes gouvernementales. D'un côté, il y a l'artillerie, les tanks, les avions, les hélicoptères. De l'autre côté, les rebelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu sur place? Oui, bien sûr, sauf qu'il faut rappeler que le chirurgien voit peu de choses parce qu'il est dans un hôpital dont on ne sort pas pour des raisons de discrétion, pour ne pas compromettre les équipes avec qui on a le plaisir de travailler. Je suis sorti 2 fois quand ils m'ont laissé sortir, c'est tout, en 15 jours. Et dans l'hôpital, je suis 15 heures par jour en salle d'op, qui est une pièce tout à fait fermée. Donc je vois très peu de choses, je vois les blessés au fur et à mesure qu'ils arrivent, c'est à peu près tout. Sur la situation militaire, c'est plutôt ce qu'on me dit ou ce que je vois à la télé locale. Toujours est-il que oui, la bataille fait rage, mais il faut rappeler que c'est un conflit encore très, très asymétrique, avec d'un côté, comme vous le rappeliez, des tanks, des mortiers, des hélicoptères de combat, des avions, des mitraillages et tout, des bombardements, et de l'autre, simplement, ces combattants, ces révolutionnaires armés de Kalachnikov, qui ont un taux de perte qui paraît insupportable, hein, d'ailleurs. Insupportable. J'avais entre 25 et 45 blessés par jour, plus les morts, les quelques morts, mais régulièrement tous les jours. Et si on dit qu'il y a quelques milliers de combattants de l'armée syrienne libre qui essayent de tenir Alep contre la tentative de reprise de l'armée du régime, si vous multipliez un moyen de 30 ou 40 blessés pour une structure de soins par les autres structures de soins et par le nombre de jours, c'est insupportable comme taux de perte. Alors, la Révolution dit maintenant que ce qui compte, c'est plus tellement les hommes, c'est les armes. Que si on a une arme, on aura un combattant à mettre derrière. Effectivement, j'ai assisté à des vocations de combattants qui venaient se présenter spontanément, des tout jeunes gens, et voilà. Est-ce que vous avez été témoin de personnes qui ont été tuées par l'armée? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues les rares fois où vous êtes sorti? J'ai vu des destructions les fois où je suis sorti, mais j'avais pas du tout besoin de sortir pour voir des personnes tuées par l'armée, et on m'en apportait tous les jours, des corps morts et des blessés. J'ai eu le boulanger d'une boulangerie qui essayait de servir ses clients qui ont été mitraillés alors qu'il faisait la queue. Et quand il est sorti, il a été aussi mitraillé. C'était très spectaculaire parce que c'était un monsieur tout blanc, presque tout nu, avec des gros trous rouges, des mitraillages. Et donc, vous avez vu aussi beaucoup de civils, non pas seulement des combattants qui ont été blessés ou tués. Bien sûr, mais alors qu'à Homs, je n'avais vu pratiquement que des civils blessés ou tués. Là, mais du fait de la proximité de la ligne de front, j'avais une proportion importante de combattants. Presque plus de la moitié des gens que je recevais pour les soins étaient des combattants. Mais parce que j'étais à quelques centaines de mètres de la ligne de front. Est-ce que, d'après ce que vous avez pu voir ou entendre, est-ce que vous pensez qu'il reçoit plus d'armes? Comme vous dites, la clé, aujourd'hui, ce sont les armes. Écoutez, j'en sais rien. La seule chose, j'ai vu passer dans les derniers jours de mon séjour des mitrailleuses qu'ils avaient montées sur des plateformes de pick-up. Oui, ça, quelques mitrailleuses. Des mitrailleuses lourdes, quelques-unes, alors qu'il n'y en avait pas du tout au début. Mais les blindages censés protéger ces mitrailleuses étaient homemade. Ils étaient faits sur un coin de cuisine avec des plaques de tôle, hein. Alors, venons-en aux gens que vous avez soignés. Vous avez constaté que, contrairement à vos précédentes missions, à Homs puis à Idlib, l'identité de ces gens que vous soignez avait changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez pu constater dans votre hôpital? À Homs, les quelques combattants que j'ai eu à soigner, c'était vraiment que des Syriens du périmètre avoisinant. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait quelqu'un, un combattant blessé ou tué,
les gens de l'hôpital qui le recevaient savaient instantanément qui c'était. C'était le cousin, le père, le frère, l'oncle de quelqu'un de connu. Alors que là, il disait qu'il y avait des étrangers parmi ces combattants, mais c'est peut-être un effet loupe, encore une fois, du fait de la proximité de la ligne de front, du fait des rapports un peu compliqués entre l'armée syrienne libre, faite du noyau des Syriens qui mènent la révolution, et de leur rapport, pas toujours facile, avec les djihadistes qui viennent les rejoindre, dont ils ne peuvent pas se passer. Leur état d'infériorité militaire est tel qu'ils ont raison d'accepter toute aide qui peut leur venir, et que c'est surtout la faute des Occidentaux de ne rien avoir fait. Maintenant, ils ont reçu des djihadistes, et ils en reçoivent, je crois, de plus en plus, mais ils ont des rapports assez ambigus avec eux, c'est-à-dire que, d'une part, il y a des camps de djihadistes qui ont l'air de refuser de prendre part au combat de la révolution contre Bachar et qui se réservent pour l'après-Bachar, pour une prise de pouvoir éventuelle. Ça, c'est une grosse menace, dont ils sont d'ailleurs conscients, mais peut-être pas assez. Et d'autre part, quand ces djihadistes veulent combattre, et ils le veulent pas mal, d'autres, l'armée syrienne a un peu tendance à les mettre en première ligne, à servir un peu de chair à canon, et donc ils me reviennent très blessés ou tués. Donc, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des gens qui venaient d'où, notamment ces djihadistes étrangers qui, semble-t-il, sont un élément nouveau, en tout cas pour des gens comme vous qui ont été sur le terrain avant? Eux, les gens de la Révolution et le personnel de l'hôpital, les infirmiers, les médecins et autres, me disaient que tel ou tel ou tel étaient des étrangers, mais sans préciser s'ils étaient tunisiens, algériens, marocains, égyptiens, jordaniens, etc. Je crois que c'est un grand rendez-vous de djihadistes actuellement, la Syrie, un espèce de grand terrain d'entraînement des djihadistes favorisé par des filières financières assez fortes en prévenant des monarchies pétrolières. Inversement, on me dirait, il y a des snipers professionnels iraniens dans les troupes de Bachar el-Assad. Ça, c'est complètement établi. Mais moi, je ne peux pas reconnaître, je parle très très mal arabe, je ne peux pas reconnaître les différents accents. Je n'ai pas vu d'Afghans parce qu'il n'y avait pas de louf afghan, mais c'était des djihadistes avec les bandeaux verts ou noirs, avec le sceau du prophète, les versets coraniques, la moustache supprimée, juste le collier de barbe salafiste, voilà. Et ils parlaient, alors pour les gens qui sont arabophones syriens, ils entendaient tel ou tel accent qui indiquait des présences étrangères. J'ai vu quelques occidentaux, dont deux Français, dont deux jeunes Français djihadistes. Vous leur avez donc parlé à eux? Oui, je les ai soignés d'abord, parlé ensuite, et en français parfait. C'était leur langue maternelle, le français, et simplement ils étaient convaincus de devoir se battre comme s'ils passaient à travers Bachar et sa dictature pour atteindre après l'émirat, le règne de la charia, enfin bon, tout ce fantasme du djihad mondial. Ils venaient d'où, en France? Ils avaient une nationalité française. Ils étaient très méfiants, c'était très difficile de parler avec eux, pas question de faire une image. Ils avaient des faux noms, mais le faux nom, c'est très courant là-bas. C'est très facile, le faux nom, parce que la tradition culturelle qui dit Abou et le nom du fils aîné après, c'est très facile de changer de nom. Donc vous ne savez pas d'où ils venaient, comment ils sont rentrés en Syrie? Ils venaient du Maroc, je ne sais pas comment ils sont rentrés, ils s'étaient fait blesser et tout. Mais ce qui était un peu troublant, c'est qu'un des deux, le plus jeune, qui était très beau d'ailleurs, très très fin, avec une voix très douce et des yeux très clairs, expliquait que l'exemple à suivre en France, c'était Mohamed Merah. Vous en avez parlé aux autorités françaises? Est-ce qu'elles savent que cela existe? Et est-ce que cela existe dans une proportion bien plus importante, évidemment, que l'échantillon, qui est représentatif ou pas, que vous avez vu dans cet hôpital? Je crois que personne n'a une idée claire de quelle proportion, combien de dizaines d'individus ça peut faire. Mais les autorités françaises sont très conscientes du problème et du danger éventuel, oui. Est-ce que la Turquie
autorise, j'allais dire, ces combattants à venir, puisque les Occidentaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une solution. On a parlé de zones d'interdiction de survol, mais rien ne se fait. Donc est-ce que c'est une sorte de pis-aller qui fait que les Occidentaux, les Turcs disent, bon, bah, à défaut d'autre chose, on laisse ce genre de combattants rentrer? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas par où ils rentrent. Enfin, c'est pas très difficile actuellement de rentrer dans le sens de la Turquie vers la Syrie, hein. Il y a même des zones où ça se passe comme ça. On dit bonjour, on salue la personne qui remplace l'ancien préposé à la frontière de Bachar. On peut même avoir des tampons que je n'ai pas eu, je suis tout déçu, marqué Free Syria, etc. Certains journalistes les ont eus, moi je n'y ai pas eu droit parce que je suis passé de nuit, bon, toujours clandestinement. Enfin, dans ce sens. Par contre, au retour, dans le sens de la Syrie vers la Turquie, dans la zone de Renali, les Turcs ont décidé de bloquer depuis, c'est tout récent, ils ont admis beaucoup de réfugiés, mais là, ils bloquent, et pour bloquer, ils ont inondé la frontière, ce qui fait que on se retrouve dans un vrai marécage avec 15 cm d'eau, et on fait donc floc-floc pour extraire ses pieds, et ils entendent tout le monde progresser, arriver. Et quand on est suffisamment à portée, ils vous braquent une lampe et des fusils dessus et vous disent bon, bah, maintenant on s'arrête et on discute. Qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire, etc. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté votre témoignage de vos 2 semaines à Alep. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur France 24 pour plus d'informations.